Masechet Shabbat, Daf Tzadik, on va commencer par Petet Amoud Bet, la Mishnah. Hamotzi Etzim, Kede Levashel Betza Kala. Tavlin, Kede Letabel Betza Kala. Umitztarfim Ze Im Ze. Klipe Egozim, Klipe Rimonim, Istis, Ufua, Kede Litzvoa Bahem Beged Katan, Pi Sevacha. Meraglaim, Neter ou Borit, Kamulia ve Ashlag, Kede Lechabes Beged Katan, Pi Sevacha. Rabbi Yehuda Omer, Kede Le'avir et Aketem. Alors, cette Mishnah continue de nous expliquer et nous enseigner les shi'urim. Quelles sont les mesures, les volumes nécessaires pour être hayav khatat si on a fait la melacha de Hotza'a Beshabbat. Nous le savons que la Torah nous interdit de transporter des objets et de les transférer du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, du domaine privé au domaine public, ou vice-versa. Également, de déplacer un objet à l'intérieur du domaine public si on l'a déplacé au-delà de 4 coudées. Il était là, je l'ai pris d'ici, je l'ai transporté et je l'ai déposé après 4 coudées. Dans le Reshut HaRabim, ça s'appelle Issur Hotza'a. On a transgressé l'interdit de transporter Shabbat dans le domaine public ou du domaine privé au domaine public ou vice-versa. Maintenant, cette Mishnah, comme ce qu'on avait vu précédemment, les Mishnayot antérieures, où on nous disait voici le volume de cet objet, voici le volume de cet objet. C'est-à-dire que si tu as transporté moins que cette mesure, moins que ce volume, bien que ce soit une infraction, c'est interdit ce que tu as fait, mais il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de sanction. Ni chayav skila bemezid ve'atra'a, ni chayav karet bemezid sans atra'a, ni chayav korban hatat, un sacrifice expiatoire s'il a fait par inadvertance, inconsciemment, des shogeg. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas besoin d'expier cette faute avec un korban, un sacrifice. Voilà donc ce que nous enseignent toutes ces Mishnayot. Elles nous indiquent la mesure minimale de chaque élément. À partir de quelle mesure on peut être hayav khatat si on a transporté pendant Shabbat cet élément. Alors voici, Hamotzi Etzim, quelqu'un qui a transporté du bois. Quel est le volume de ce bois pour dire, voilà, il a transporté pendant Shabbat dans le domaine public et il est hayav khatat. Kede levashel betza kala. De quoi constituer le combustible du fourneau, de la plaque, de la cuisinière. À l'époque, on n'avait pas des plaques électriques comme aujourd'hui. C'était des fourneaux. Et on mettait du charbon ou du bois. Alors, quel est le shi'ur du bois pour être hayav khatat pendant Shabbat? Ça veut dire si on a transporté ce bois Shabbat. Eh bien, c'est de quoi constituer le volume de bois nécessaire pour faire du charbon, pour le fourneau, pour cuire un œuf facile à cuire. Et on avait déjà appris, vous vous rappelez, c'est quoi l'œuf qui cuit le plus rapidement? C'est l'œuf de poule. Les œufs des autres oiseaux, ça met plus de temps pour les cuire. Mais l'œuf de la poule est cuit très vite, surtout si on l'a battu et on a mélangé à de l'huile et qu'on l'a mis sur une poêle, tchic-tchac, ça prend. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de bois. Et on avait également vu qu'on n'a pas besoin de cuire l'œuf tout entier. Même si on avait suffisamment de bois pour constituer le combustible pour cuire une partie de l'œuf, qui est-ce qui se rappelle quelle partie? Bravo. Comme le volume d'une figue.
Kagrogeret, car c'est le shi'ur commun à tous les aliments. À chaque fois que Shabbat, on nous parle d'un korban hatat, un sacrifice expiatoire, parce qu'on a fait une melacha avec un aliment, par exemple, on a moissonné du blé, ou bien par exemple on a moulu le blé, ou bien on a trié, ou bien on a cuit au four, et ainsi de suite. Toujours le shi'ur au niveau alimentaire, c'est kagrogeret, comme le volume d'une figue. Moins que ça, si j'ai cuit moins que le volume d'une figue, il n'y a pas de sacrifice à apporter au Beth Amikdash. Il n'y a pas de korban à apporter. C'est assour, mais il n'y a pas de hiyuv. Il n'y a pas de sanction, et il n'y a pas non plus d'obligation à apporter un korban pour se faire pardonner. Donc, voilà le shi'ur pour le bois. Donc, je répète la question. Quel est le shi'ur minimal de bois que l'on aurait transporté pendant Shabbat à l'extérieur et qui nous rendrait passible, qui nous rendrait hayav hatat? Quel est le shi'ur minimal? De quoi cuire kagrogeret de l'œuf. Pas besoin de cuire l'œuf entier, parce que l'œuf c'est plus que kagrogeret. Le volume d'un œuf c'est plus que le volume d'une figue. Donc si tu as pris la matière qui s'appelle œuf, dans un volume d'une figue, c'est-à-dire la grosseur de grogeret, eh bien, si tu as suffisamment de bois pour cuire ça, ça s'appelle du bois important, une quantité importante. Alors, grogeret, généralement, à chaque fois je dis une figue, mais c'est une figue sèche. Grogrod vetsimukim, c'est des figues sèches ou des raisins secs. Donc une figue sèche, c'est plus petit que le volume d'un œuf avec sa coquille. Très bien. Tablinim. Maintenant des épices. Quelqu'un qui aurait transporté pendant Shabbat des épices à l'extérieur, dans le Reshut Arabim. Quelle est la quantité minimale pour être passible de korban hatat? Kedel et tabel betzakala. De quoi épicer un œuf qui est facile à cuire. Alors, c'est quoi encore une fois? Œuf de poule. Et est-ce qu'on a besoin d'être métabel, d'épicer l'œuf tout entier? Non. Même une partie de l'œuf qui correspond à quel volume? Le volume de grogeret, d'une figue sèche. Umitztarefim ze'imze, Rachidi kol mine tavlin ze'imze. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez telle épice, et vous l'avez mélangé à telle épice, les deux épices ensemble vous permettent d'assaisonner votre œuf. Eh bien, si en effet ça se marie, ce sont des épices mariables, alors on peut constituer le shi'ur grâce à l'association des 2 ou des 3 ou des 4. En France, on vend ce qu'ils appellent les 5 B. Vous connaissez les 5 B, ça vous dit quelque chose? Dans les épices, ils vous vendent des flacons où il y a dedans 5 sortes de baies différentes. Et c'est un bon mélange. Alors, nous dit la Mishnah qu'en effet, bien que le shi'ur minimal de la hashivut de l'épice, c'est de quoi assaisonner et épicer kagrogeret d'un œuf, mais même si par exemple, j'ai une petite pincée d'épices A, une petite pincée d'épices B. Dans l'épice A, il n'y a pas assez pour épicer l'œuf. Dans l'épice B, il n'y a pas assez pour assaisonner l'œuf. Mais si j'assemble les deux, en additionnant les deux, eh bien j'ai de quoi épicer l'œuf. Si moi j'ai transporté pendant Shabbat cette quantité, eh bien on est hayab. Si on a fait sortir moins que le shi'ur, on n'est pas tour. Si on a fait sortir le shi'ur, on est hayab. Et le shi'ur peut être constitué même de 2 moitiés, à condition que ce soit mariable.
ça veut dire que c'est associable. Si par exemple vous prenez une épice douce, qui au contraire elle est censée donner un goût radouci, et vous prenez une épice piquante, qui est censée justement donner un goût, j'allais dire, un oriental et l'autre occidental. Pour l'Européen, cette épice elle est très bonne, mais l'épice orientale ça le dégoûte. Et l'autre au contraire, il dit mais l'occidental n'a pas de goût, moi je voudrais quelque chose qui relève. Alors ce n'est pas du tout associable. Donc il faut que ce soit mitztarfim zerimze. Il faut que ce soit des épices que l'on peut associer et qui vont produire le même effet. À ce moment-là, même un demi-shirour de cette épice et une demi-mesure de cette épice, si ensemble ça nous donne le shirour de quoi épicer l'œuf, eh bien ça s'appelle un volume important d'épices. Et donc s'il a transporté pendant Shabbat, il est chayav khatat. Le principe qui se dégage de tout ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que pour être chayav khatat, il faut avoir transporté un élément important. L'importance se mesure soit par la qualité, soit par la quantité. Si j'ai quelque chose qui est important en qualité, mais n'est pas important en quantité, ça veut dire que c'est vrai que c'est quelque chose de l'épice, c'est bien, mais si j'ai 2 graines d'épices, ça ne me servira à rien. Alors, si je transporte Shabbat, c'est pas chashouf. J'ai pas transporté une quantité importante. Donc si c'est pas considéré comme une quantité importante, c'est pas une melacha. Pour être hayav pour cette melacha, il faut faire sortir un minimum. Et le minimum se mesure à chaque fois en fonction de l'estimation de nos chachamim. Et chachamim nous disent à chaque fois que c'est par rapport à l'usage, à la fonction régulière, comment les gens se servent. Alors, l'épice, c'est pour épicer. Si tu as une quantité suffisante pour épicer de l'œuf, Betsa Kala, et comme j'ai dit, même pas besoin d'épicer l'œuf tout entier, rien qu'une partie de l'œuf qui correspond à Kagrogeret, ça suffit pour dire que tu as transporté une quantité importante. Et donc tu es chayav. Pareil, Klipe Egozim, Klipe Rimonim, Istis ou Foua. Ici on a 4 sortes de teintures. Comment est-ce qu'on fabriquait à l'époque la teinture? On prenait des plantes qui étaient élaborées pour cela. Ça veut dire qu'on récupérait ces plantes pour les mettre à bouillir, pour les tremper dans de l'eau et obtenir la couleur, la teinture. Alors par exemple, pour la couleur verte, on prenait la grosse peau de la noix. Les noix qu'on voit dans le marché, c'est des noix avec des coquilles. Mais lorsque vous allez cueillir des noix de l'arbre qui s'appelle le noyer, eh bien vous allez voir une très grosse peau verte. Avec cela, on récupérait la grosse peau de la noix et on mettait à bouillir et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avait la couleur verte. On avait également, ça c'est clippé et gozim. Clippé rimonim, on utilisait les écorces de grenade pour une couleur. Istis, istis, c'est aussi une plante. Avec les racines de ces plantes, on allait obtenir la couleur bleu ciel. Et foua, c'est la garance pour obtenir la couleur rouge, pourpre. Alors, tous ces moyens d'obtenir des différents coloris de teinture, quel est le shi'our? Quel est le volume minimal pour dire qu'il y a suffisamment de quantité importante pour être hayav khatat? Alors c'est de quoi teindre un tissu, lequel kedel itzvoa bahem beged katan pi sevacha. De quoi teindre le tissu, la laine avec laquelle on va fabriquer pi sevacha. C'est quoi pi sevacha? C'est le petit voile au-dessus des chapeaux des femmes. Le chapeau de la femme s'appelle sevacha.
Et au-dessus de cette coiffe, de ce couvre-chef, on mettait pour enjoliver un petit tissu, un petit voile. Cette voilette s'appelle Pi Sevacha. C'était à la tête de la coiffe. Et maintenant, quel est le shi'ur pour les produits détergents? Quelqu'un qui aurait transporté Shabbat dans la rue, il a fait Otsa'a de produits détergents. Quel est le volume minimal pour être Hayaf Khatat? Alors vous savez qu'à l'époque, ils n'utilisaient pas le savon Ariel pour laver le linge. Alors ils avaient d'autres façons de laver. Je ne vais pas vous dégoûter, mais entre autres, même les urines servaient à laver le linge quand il y avait de la crasse. Eh bien, l'urine, c'était avec de l'acide très très forte. Alors en amont, bien sûr qu'après on allait le rincer et tout ça, mais on utilisait même les urines. Meraglaim, ou bien Neter. Neter. Borit. Kamolia. Il y a ceux qui disent Kamonia. Des Ashlag. Toutes sortes de comment on appelle ça, de produits détergents. Quel est le shi'ur? Kedé le chabes beget katan pi sevacha. S'il y a suffisamment de produits détergents, de quoi laver la petite voilette que l'on met au-dessus du chapeau des femmes, ce qu'on appelle beget katan pi sevacha, qu'on met au-dessus du chapeau, qu'on appelle sevacha, eh bien, ça s'appelle une quantité importante. Et donc, il est chayav ratat. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda omer kedé le avir et aketem. Rabbi Yehuda dit, même moins que ça. Juste de quoi retirer une tache d'un vêtement, de quoi laver une tache d'un vêtement, même cela, ça s'appelle un shi'ur hashou. Mais en réalité, c'est pas n'importe quelle tâche. Rashi nous dit, et à ketem shel dam nida, chez elu asamanim avirim à la ketem shel dam nida, ba beged le taharo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Masechet Nida, on nous enseigne que il y a plusieurs compréhensions à cela. Par exemple, on voit du rouge sur le vêtement et on ne sait pas si c'est de la peinture ou est-ce que c'est du sang de la nida. On ne sait pas. Alors, si tu prends tous ces produits-là, tu les fais passer dans l'ordre, un après l'autre, et quand même ça reste, c'est que c'est de la peinture, c'est pas du sang. Si c'était du sang, ça serait parti. Ou bien, d'après ce que dit Rashi, les taharo, soit tu comprends, comme je viens de dire, pour dire que ce n'est pas du sang de nida, c'est de la peinture, donc c'est tahor, ou bien, justement, pour évacuer ce sang de nida avec tous ces produits-là, et désormais, même s'il reste une trace, ce n'est plus du sang, et le beged est tahor. D'une manière ou d'une autre, ces produits détergents étaient régulièrement utilisés pour les taches de nida qu'il y avait sur la jupe, sur le vêtement de la femme. Alors on y va. Quel est donc le shi'ur? Interrogation les amis. Quel est le shi'ur des produits détergents? Comme meraglaim, l'urine, neter, le nitrate, borit, on va voir après c'est quoi borit, kamolia, ashlag. Quel est leur shi'ur pour être chayav ratat, pour dire que c'est une quantité importante qu'on a transportée dans la rue pendant Shabbat? Alors mahloket. D'après Tanakama, c'est de quoi laver la petite voilette qui est sur le chapeau de la femme. Mais d'après Rabbi Yehuda, même moins que ça déjà, on est hayab. S'il y a juste de quoi laver une tache de dam nida, ça s'appelle déjà une quantité importante et par conséquent, il sera hayab hatat s'il a transporté ce détergent pendant Shabbat. Gemara. La Gemara nous pose la question.
La question de la Gemara se rapporte à la première halakha de la Mishnah. Hamotzi etzim kedei levashel betzak kalla. Vous en souvenez? On a appris au début de la Mishnah que la quantité minimale de bois qu'on aurait transporté pendant Shabbat nous rendrait passible de korban hatat qu'à condition que la quantité suffise pour cuire qu'à grogueret d'un œuf. Betzakella. Morav et Rabotai, ce chidouche de la Mishnah paraît inutile, car on a déjà appris dans une Mishnah antérieure, rappelez-vous dans le Daf P, il y a exactement 10 dapim, on avait appris, Tanina Hadazimna, on a appris déjà une première fois, Kané, celui qui aurait transporté du roseau, Kedé la Asot Kulmus, Imaya Rav Omer Ussas, Kedé le Vachel Betzakala Sheba Betzim, Turufa, Unetuna Ba Ilfas. Ça veut dire quoi? On avait vu que le roseau, celui qui l'aurait transporté pendant Shabbat, même si c'est un tout petit roseau, il est chayav ratat s'il y a suffisamment de quoi fabriquer une plume. À l'époque, les gens se servaient, non pas du stylo comme aujourd'hui, mais des plumes. Alors dans certains pays, c'était avec des plumes d'oie qu'on allait aiguiser, qu'on trempait dans l'encre. Et dans d'autres pays, c'était des roseaux qu'on allait tailler et ça avait une forme de plume et qu'on trempait dans l'encre et on écrivait avec. Alors maintenant, si tu as fait sortir Shabbat un roseau qui te permettrait éventuellement de fabriquer une plume, ce qu'on appelle cané, le roseau, qui est dès la asotbo kulmus, faire une plume, hayav. Mais c'est seulement si le roseau est de bonne qualité. Mais si le roseau était très épais, tu ne peux pas en faire une plume, il est trop épais, on aurait dit du bois. Ou bien, ici, il était fissuré, il y a des fissures partout, tu ne peux pas faire une plume. Une plume, ça doit être précis. Quand tu écris, il ne faut pas qu'il y ait des fissures. Sinon, l'encre, après, elle se répand partout. Imaya, Ave, s'il était épais, le roseau. Omeroussas, ou bien s'il était écrasé, fissuré. Alors, quel est le shi'ur important du roseau? De quoi cuire un œuf. Si tu peux prendre le roseau comme combustible, et tu as une quantité suffisante de quoi allumer le fourneau, alors dans ce cas-là, ça s'appelle du shi'ur hashub. Moins que ça, tu n'es pas chayav ratat. Donc on a déjà appris que le bois se mesure en fonction de la cuisson d'un œuf. Alors pourquoi tu répètes ça pour le bois? Quelle différence entre le roseau ou le bois? Pareil. Alors la Gemara demande, cet enseignement paraît inutile. Réponse. Mahud etema hatam lo hazel mide aval etzim de hazul ekacha de aklida afilu kol sheu kamash malan. La Gemara répond que si on t'avait enseigné que le din du roseau, tu n'aurais pas pu comparer le bois au roseau. Car tu aurais pu croire que le bois, étant donné qu'il peut servir, il peut servir à la fabrication des clés. À l'époque, il y avait des serrures qui étaient faites, des grosses serrures. On faisait rentrer dedans, pas des petites clés que vous connaissez d'aujourd'hui, sympathiques, vous mettez dans votre trousseau de clés. C'était toute une chokhma. On mettait des dents dans la clé, on prenait parfois même un os, et on mettait dedans des bois, des morceaux avec des tailles précises, et après on tournait. C'était toute une chokhma. Ça s'appelle les dents de la clé. Et on faisait ça avec quoi? Avec du bois. Alors on aurait pu croire que quelqu'un qui a transporté Shabbat du bois, il serait hayav, même s'il a fait sortir une petite quantité de bois. Pas de quoi allumer le fourneau et mettre dedans un œuf à cuire. Non, j'aurais dit même une petite quantité, de quoi fabriquer une dent de clé. C'est beaucoup moins que
de quoi allumer le fourneau. Déjà, il serait chayav. Alors le chidouche, c'est que non, on te dit que Aitzim, le bois, se mesure en tant que combustible et non pas en tant que dent de clé, car on l'utilise beaucoup plus pour allumer des bûches de bois que de faire des clés. Puisque la principale utilisation du bois, c'est l'allumage, alors il faut estimer la quantité du bois pour être hayaf ratat si on l'a transporté Shabbat en fonction de son usage habituel qui est la combustion, l'allumage. Voilà le chidouche. Et maintenant la Gemara se focalise sur les épices. Tevalin, les épices. Kedé, les tabel, betza, kala. De quoi épicer un œuf. Uminu, tevalin, shnaim ushlosha shemot mimin ehad, o mishlosha minim, asurim, umitztafim ze im ze, ve'amar chizkiya, bemine metika shanu, uyim lemate kedera, tama dehazu lemate keta kedera, halavachi lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi, ce qu'il dit à propos de Bet Vegimel Shemot. Nous avons, à propos des tavlinim, des épices, plusieurs noms. On peut avoir la même famille, mais avec des noms différents. Rashi nous donne un exemple. Bet Vegimel Shemot, Pilpel Lavan, Pilpel Shahor, Pilpel Aroch. Par exemple, le poivre noir, le poivre blanc, le piment long. Alors, ce sont des catégories dans la même famille. Ça s'appelle Gimel Shemot. 3 noms d'une épice qui est en fait de la même catégorie, mais avec des familles différentes, des espèces différentes. Vem Shel Issour. Par exemple, c'était du orla, d'un poivrier, d'un arbre de orla. Alors, quel est le din de la orla? Vous le savez que les fruits que donne un arbre pendant les 3 premières années, ces fruits-là sont interdits, non seulement à la consommation, mais même au profit. On n'a pas le droit de manger les fruits des 3 premières années de la production d'un arbre. Ça s'appelle orla. Interdit même au profit. Alors, quel est le din si quelqu'un, par erreur, a épicé son plat avec du poivre de orla? Eh bien, pas cachère. Tout le plat est interdit. Pourquoi? Parce qu'on ressent le goût et on n'a pas le droit de profiter. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce plat? Tu peux rien faire, tu dois le jeter à la poubelle. Assouri. Umitztarfim, qu'est-ce que ça veut dire? Umitztarfim. Si par exemple, on a un petit peu de cette épice, un petit peu de l'autre épice, et un petit peu de la 3e épice. Chaque épice, séparément, si j'avais mis qu'elle dans le plat, on l'aurait même pas senti. C'est le fait d'avoir additionné les 3 que ça a maintenant donné du goût. Il y a 3 catégories d'épices. Chacune d'elles n'est pas suffisante pour se faire ressentir. Ce n'est que grâce à l'assemblage des 3 qu'on a réussi à produire du goût dans le plat. Dans ce cas-là, je dis que le plat est interdit. Et je ne raisonne pas en disant, tu sais quoi? La quantité de l'épice A, de l'épice B, de l'épice C, chacune d'elles n'est pas suffisante pour donner du goût. Alors, c'est moutard. Ici, il n'y en a pas assez pour interdire. Ici, il n'y en a pas assez pour interdire. Ici, il n'y en a pas assez pour interdire. Et c'est permis. Tu ne raisonnes pas comme ça. Pas du tout. Au contraire, tu dis mitztarfim. On peut additionner pour associer. Pour constituer le goût de l'épice et des épices. Et par conséquent, le plat est interdit puisqu'il y a dedans un goût de orla. Regardez le dernier Rashi.
ומצטרפים לטבלה אם אין בכל אחד כדי לטבל ונצטרפו וטיבלו. ואמר חזקיה, דקתני מצטרפים, nous dit Rashi, Bemine Metika. Quand est-ce qu'on considère qu'ils sont associables en les additionnant? Regardez premier Rashi de la page. Bemine Metika Askinan. Shekulan Mine Metikat Kedera. Aval Min Aher. En Mitztaref. Umagnitin, l'homme afflig. Ça veut dire que quand est-ce qu'en effet on peut associer les trois pour interdire le plat de Orla, s'il y a de la Orla, c'est seulement si les trois ont le même goût. Ça veut dire Mine Metika. C'est venir pour adoucir le plat. Je vous donne un exemple. Les amis, quand vous mettez du basilic dans vos pâtes, alors, Mine Metika, Chizkia nous dit que pour pouvoir considérer que les trois épices de Orla sont associables, il faut que les trois aient le même objectif. Les matek et takedera, adoucir le plat, lui donner de l'arôme agréable, qui soit plus doux, meilleur à consommer. Alors vous avez par exemple des épices qui sont au contraire opposées. Le goût de l'un est opposé à l'autre. Ça détériore l'un l'autre. Il y a des épices qui sont mariables, il y a des épices qui ne sont pas mariables. Pour constituer l'association qui rendrait le plat interdit, il nous dit Chizkia, quand l'objectif de ces trois épices de Orla, c'est les matek et takedera. Mais si l'un c'est pour donner du goût harif et l'autre c'est pour donner du goût matok et que ça ne se marie pas, alors en effet on ne va pas les associer, on ne va pas les additionner pour dire voilà tu as le shirour du issour. Alors que la Mishnah, à propos de Shabbat, elle n'a pas du tout établi de distinguo, elle n'a pas fait d'exception. Elle te dit Kedé les tabel bahem et takedera, Kedé les tabel bahem betzakalla. Mazé, tu aurais dû dire attention, ça dépend. Quand est-ce que on peut associer les épices pour constituer le volume interdit pour la Hotsa'a Beshabbat? C'est uniquement si ce sont des épices qui sont mariables. On peut marier l'un avec l'autre dans le plat. Mais s'ils ne sont pas mariables, ça veut dire on ne peut pas mettre les deux dans le même plat parce que un c'est trop piquant et l'autre c'est au contraire, c'est plutôt un goût qui est mématek. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas... On ne peut pas les additionner pour constituer le shirour de Hiyuv Hattat si on a fait Otsa'a Beshabbat. Pourquoi la Mishnah n'a pas fait de distinction alors que Chizkia en a fait? Je répète la Gemara. Bemine metika shanu ho'il ru'im lematek akedera tama de hazou lematek et akedera halavachi lo. Alors la Gemara répond hachinami hazou lematek, c'est-à-dire que là aussi, à toi de réfléchir ce qu'a dit Chizkia à propos de Orla, de l'interdiction de manger le plat où on a mis des épices de Orla, tu dois appliquer la même règle à la Melacha de Hotsa'a Beshabbat. C'est logique. Ça veut dire que, de la même façon que on a dit que pour interdire le plat, ce n'est que si les différentes espèces d'épices sont associables parce qu'elles donnent le même goût. C'est là qu'on peut les additionner. Ainsi, pour être hayaf ratat, pour la hotsa'a d'épices pendant Shabbat, ça n'a lieu d'être que si on peut les marier, on peut les associer dans le même plat et que les goûts ne sont pas contradictoires. Car si on ne peut pas les mettre toutes les deux épices, alors on n'est pas hayav d'un korban hatat, même si on a transporté Shabbat cette quantité. Donc on a compris qu'il ne s'agit pas simplement d'épicer l'œuf. La quantité des épices, de quoi épicer un œuf, ce n'est pas le seul paramètre. Il y a encore un autre paramètre, c'est que les épices soient associables. Car si elles ne peuvent pas être associées dans le plat, donc elles n'ont rien en commun. Donc c'est comme si j'ai pris la moitié d'un stylo
et la moitié d'un morceau de pain, ça n'a rien à voir. Ça c'est un stylo, ça c'est du pain. Un demi-chiour de l'un, un demi-chiour de l'autre ne peuvent pas s'associer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, qu'on ne peut pas associer un demi-chiour de telle catégorie et un demi-chiour d'une autre catégorie. Il faut qu'il y ait quelque chose en commun. Alors, deux épices qui sont contradictoires dans leur goût et que jamais on les met dans le même plat, alors si j'ai moins que le chiour de cette épice et moins que le chiour de cette épice, on ne peut pas les additionner pour constituer le chiour de chiyuv, korban, khatat. Et maintenant, la Gemara va passer à l'analyse des teintures. On a dit que transporter de la teinture pendant Shabbat, quel est le chiour? De quoi teindre une voilette de chapeau de femme. Kede, litzvoa, beget, katan, pi sevacha. Alors, c'était quoi les différentes teintures? Kelipe et gozim, les noix la peau de la noix, klipe et rimonim, la peau de grenade, satis et foie, la garance. Kede litzvoa, beget, katan. Urmin hu, hamotzi samanim shuim, kede litzvoa, bahem, dugma leira. Je comprends pas. Pourtant, il est écrit que celui qui a fait sortir de la teinture, c'est quoi de la teinture? C'est de l'eau dans laquelle on a mis dedans des produits, comme les produits là qu'on a vus, et qui nous ont produit de la teinture liquide. Si on a fait sortir cette teinture liquide auquel se trouvent mélangés ces produits qui produisent la couleur, eh bien, le chiour est bien plus petit. Pour être ayafratat, si il y en a assez de quoi colorer et teindre un tissu minuscule qui s'appelle Dugma Le'ira. C'est quoi Dugma Le'ira? Le teinturier, généralement, il sort avec des échantillons. Et donc il fait sortir des petits tests, c'est-à-dire des petits témoins, et il nous dit voilà, quelle couleur vous intéresse, je peux vous fournir ces couleurs. Ou bien le tisserand, lui aussi, il peut montrer quelques tissus. Quelle est la taille du tissu? La taille du tissu, c'est juste de quoi boucher le tube de la navette des tisserands. Vous savez qu'est-ce que c'est que la navette des tisserands? On a déjà expliqué plusieurs fois que la fabrication du tissu se fait grâce au fil de la chaîne et de la trame. C'est-à-dire Sheti va Erev. Sheti la chaîne, Erev la trame. Et comment on fabrique le tissu? Eh bien grâce au métier. Le métier, c'est l'appareil qui fabrique, qui nous permet, avec des pédales, de tirer sur les fils de la chaîne. Et ensuite, quand on a écarté les fils de la chaîne, on envoie la bobine de la trame. Ça s'appelle une navette. Pourquoi? Parce que c'est un tube où se trouve à l'intérieur une bobine de fil. Et cette bobine de fil, on ne veut pas qu'elle s'envole et qu'elle se défasse. Qu'est-ce qu'on fait? On la met dans le tube. Et le tube, on le bouche, mais pas entièrement. Parce qu'il faut quand même que le fil puisse être libéré. Alors, on le bouche partiellement avec un tissu qui est petit. On le met en boule. Et on se sert comme un bouchon. Et comme c'est du tissu, il ne va pas abîmer le fil de la trame. Et on peut lancer la navette. Réhouven il envoie Shimon, Shimon envoie Réhouven. Réhouven envoie Shimon, Shimon envoie Réhouven. Et c'est comme ça qu'il s'envoie la bobine à chaque fois que le tisserand va appuyer sur les pédales du métier pour séparer les fils de la chaîne. Il sépare un fil sur deux. Il peut y avoir 100 fils et un fil sur deux il sépare et on envoie la bobine entre les deux. Donc, tu vois que c'est bien plus petit que la voilette du chapeau de femme. Alors je ne comprends pas. Lorsque tu transportes de la teinture liquide, tu m'as dit que même si tu as transporté très peu de teinture,
juste de quoi atteindre le tissu de la bobine, le tissu de la navette, le bouchon de la navette, ce qu'on appelle dougma, les ira. Même cela déjà, ça suffit pour être hayav. Nachon, si tu as transporté. Et maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Celui qui a transporté la peau de noix, la peau de grenade, les plantes de stis, les plantes de pois, combien doit-il transporter pour être hayav? Beaucoup plus. De quoi teindre et colorer la voilette du chapeau de femme? Je comprends pas. Ici, tu me dis qu'on est chayav khatat que si on a beaucoup de teinture, et ici tu m'as dit même peu de teinture. Je comprends pas. Réponse. Amar Rav Nachman Amar Abba bar Avua. Les fiches en Adam toreach lishrot samemanim litzboa bahem dugma leira. Car un homme n'est pas fou pour s'investir dans autant de travail pour si peu. Ça veut dire qu'il y a en amont et en aval, l'avant et après. Avant de fabriquer la teinture, l'homme ne va s'investir que s'il pourra produire beaucoup de teinture. Si déjà il s'investit dans le travail. Donc tant que c'est à l'état naturel des matières premières, à savoir des plantes, à savoir des peaux de noix, des peaux de grenade, pour aller les transporter, les mettre à bouillir et fabriquer de la teinture, l'homme ne va s'investir dans ce travail important que si ça va lui produire un résultat important. Pour très peu, il ne va pas faire autant d'investissement. Par contre, une fois que c'est déjà fait, et que la teinture, elle est déjà prête, à l'état liquide, ça y est, elle est là, alors il peut transporter, même très peu, juste de quoi teindre les témoins d'Ugma et Ira. Donc je répète, pourquoi on a deux shi'urim au niveau de la teinture? Eh bien, c'est qu'on a la teinture à l'état matière première, et on a la teinture à l'état produit fini. Quand il s'agit d'un produit fini, eh bien, même pour très peu, juste de quoi teindre les témoins, c'est considéré important aux yeux de l'homme. Mais lorsqu'il s'agit des matières premières et qu'il s'agit de s'investir dans une entreprise laborieuse, quand est-ce qu'un homme ne fera ce travail que si finalement, au bout du compte, il va obtenir quelque chose qui valait la peine de tout ce travail. Mais si c'est pour obtenir très très peu, il ne va pas le faire, il n'est pas fou. Voilà pourquoi on a donné deux shi'urim différents, le volume de la quantité des matières premières, des couleurs, et le volume de la quantité du produit fini de la teinture. Et maintenant, la Gemara va analyser l'autre partie de la Mishnah, à savoir les produits détergents. Vous vous souvenez, la Mishnah nous a cité différents produits détergents, Meraglaïm, les urines, Néter, Nitrate, Borite, Camolia, Ashlag. Commençons. Meraglaïm, Tana, Meraglaïm, Ad Ben Arbaim Yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que les urines servent de produits détergents, c'est pas immédiatement. Il faut d'abord les laisser fermenter pendant 40 jours, et c'est là que ça devient de l'acide, et ça vous retire toutes les taches. Néter, Tana, Néter alexandrite, Vélo Néter anpatérine. Quand on a dit le nitrate, eh bien c'est du nitrate d'Alexandrie, pas celle qui provient d'un panthère. Borite, Amar Rav Yehuda, Zehol. C'est du sable. C'est quoi borite? Du sable. Il se servait du sable pour lessiver le linge.
ve'atanya aborit ve'achol. Comment tu peux dire que la traduction du mot borit c'est du sable? Mais il y a une braïta qui dit haborit ve'achol. Ça veut dire que hol, le sable, et borit sont deux choses différentes. Réponse. Et la maï borit kavrita. Tu veux savoir c'est quoi borit? C'est pas du sable, c'est du soufre. C'est du gophrite. Gophrite, c'est le soufre. Vous savez c'est quoi le soufre? C'est un produit minéral qu'on retrouve dans la terre. Le soufre. Comme pour les allumettes. À la tête des allumettes, vous avez du soufre. Métive et la Gemara pose la question, elle dit je comprends pas comment tu peux traduire borit par gophrite, du soufre. C'est pas possible. Preuve. Il y a une braïta qui nous parle des dynimes de Shevi'it. Pendant la Shemitah, la 7e année où on n'a pas le droit de travailler la terre en Eretz Israël, alors les fruits ont une kedusha. Les fruits, ils ont de la sainteté. Des fruits, des produits alimentaires. C'est là il y a de la sainteté. Mais le bois, par exemple, les branches de bois, n'ont pas de kedusha. Alors maintenant, Hosifu alehem halbitzin ve'ale'inun ve'aborit ve'ahal. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hachamim ont rajouté dans la liste de tout ce qui est interdit pendant la Shemitah, ils ont rajouté des éléments qui ont la Kedusha de Shevi'it. Ils ont rajouté Halbitzin, Le'inin, Borit et Ahal. Ve'isal kada atar kabrita, kabrita mi'ita bashvi'it, ve'atanya, ze'aklal, kol sheyesh lo ikar, yesh lo shvi'it. Si on a dit que tous ces éléments-là sont frappés d'interdiction pendant la Shemitah, parce que ces fruits ont de la Kedusha et on n'a pas le droit de les commercialiser pendant la Shemitah, comment est-ce qu'on a rajouté la liste Halbitzin, Le'inin, Borit et Ahal? Borit, tu m'as dit que c'est du soufre. Et le soufre, c'est minéral. Le soufre, c'est pas végétal. Or, les dynimes de la Shemitah ne sont applicables qu'aux végétaux, pas aux minéraux. N'est-ce pas? Donc, c'est pas possible ce que tu m'as dit. Ne me dis pas que la traduction de borit, c'est du soufre, car le soufre ne pousse pas. Le soufre, c'est dans la terre, mais n'a pas de racine qui fait pousser le borit. Le soufre, pardon. Le soufre. Donc si on a dit que borit est frappé de Issour de Shemitah, c'est que borit c'est un végétal, c'est une plante. Comme halbitzin, comme les rinin. Alors je comprends pas. Alors la Gemara dit tu as raison. Et la maï borit ahala. Je me suis trompé. Borit, c'est ni du sable, ni du soufre, c'est autre chose. C'est quoi? C'est ahala. En araméen, c'est ahala. En hébreu, c'est ahal. En français, c'est aloe. Vous connaissez la plante de l'aloe vera? D'accord? C'est très 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 bon pour la peau. Pour les brûlures et tout ça. C'est excellent. Alors, c'est une plante. Comme on retrouve dans Shir HaShirim. Morva ahalot im kol raché besamim. Alors, Rabotai, la Gemara dit, voilà, c'est ça. Borit, c'est une plante qui sert de détergent. C'est de l'aloe. La Gemara dit, excuse me, même cette traduction ne me convient pas. Ve'atanya, haborit, ve'ahala. C'est-à-dire que on vient de lire dans la Braïta de Shevi'it, c'est quoi les plantes que Chachamim ont rajoutées dans l'interdiction de la Shemitah? C'est quoi ces végétaux? On vient de dire halbitzin, laïnin, et quoi encore? Borit et ahal. C'est quoi ahal? De l'aloe. C'est quoi borit? Ne me dis pas que c'est de l'aloe. Si tu me dis que borit c'est ahala, alors comment
Comment c'est possible que la Braïta ait dit tu n'as pas le droit pendant la Shemitah de commercialiser avec du Borit et avec du Ahala. Si tu me dis Borit et Ahala, c'est que Borit, c'est pas Ahala. Alors la Gemara répond Très gavné Ahala. Il y a deux sortes de Ahala. Il y a l'aloe et il y a l'aloe vera. Ce sont deux sortes d'aloe. Donc, maintenant on a compris. Ahala, c'est Ahala tout court. Borit, c'est Aole vera. Borit, comme son nom le dit. Vera, Vorit. Kemolia. What is it Kemolia? La Gemara demande c'est quoi ce Kemolia? Amar Rav Yehuda, Shlof Dots. C'est quoi Shlof Dots? C'est une plante qui s'appelle Shlof Dots. Vous savez c'est quoi Shlof Dots? Non, moi non plus. Et même Rashi dit qu'il ne sait pas c'est quoi. Regardez Rashi, Loït Paresh Avalkar Shemo. Rashi dit je ne sais pas c'est quoi cette plante de Shlof Dots, mais c'est son nom. Alors, le Bartanora nous dit que c'est une plante qui s'appelle Alkali en arabe ou Alkala. Bekitsour, Ashlag, le dernier produit détergent, Amar Shmuel, Shmuel raconte, chez Altinu Lechol Nehuteyama, j'ai demandé à tous les matelots, tous ceux qui descendent en mer et qui voyagent beaucoup, et qui vont d'un pays à l'autre, ils entendent toutes sortes d'informations, s'ils savent qu'est-ce que c'est que ce Kemolia, ce Ashlag, eh bien, Amrouli, Shonana, Sheme, Umishtakar ben Nukva de Marganita, Umafkele beramtsa de Parzela. Alors, ils lui ont dit à Shmuel que dans d'autres pays, ce Ashlag, c'est ce qu'on appelle Shonana, et on retrouve cela entre les perles, dans les perles, dans les trous, les orifices des perles, et on fait sortir ce produit avec des pinces de fer, avec des clous en métal. Et avec ça, on arrive à faire sortir des perles, ce produit qui peut servir de détergent. Voilà les amis, vous avez entendu les 5 détergents qui, si jamais on les a transportés pendant Shabbat, quel est le shiro pour être Hayafratat? Mahloket. D'après Tanakama, c'est s'il y a suffisamment de produits détergents de quoi laver la voilette, n'est-ce pas? Pisevacha. Beget Katan Pisevacha. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est de quoi détacher une jupe où il y avait une tache de sang de Nida. Rabbi Yehuda, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Rabbi Yehuda. Les frères et les amis, nouvelle Mishnah. Pilpelet Kolsheu. Cette Mishnah encore continue le même travail, c'est-à-dire de nous présenter la liste des mesures. Chaque élément qu'on aurait transporté pendant Shabbat pourrait nous rendre Hayafratat si on a transporté un volume important. Donc chaque élément, son importance est fixée en fonction de l'utilisation, de l'usage répandu. Très bien. Pilpelet kolsheu, du piment. Si on a transporté du piment, même une quantité infinitésimale, on est hayav. Qu'est-ce qu'on fait avec du piment en petite quantité? Pour pas que vous restiez sur votre faim longtemps, eh bien la Gemara dit que les personnes qui ont une mauvaise haleine se servent de cela pour retirer la mauvaise haleine. Et de ce fait, ce pilpelet, ce pilpel-là, même en petite quantité, c'est hachouv, puisqu'on a dit que c'est une question d'importance. Et l'importance, c'est en fonction de l'usage, puisque l'utilisation du pilpelet, c'est pour retirer la mauvaise haleine, même très peu, ça retire la mauvaise haleine. Donc c'est la raison pour laquelle c'est hachouv, c'est important comme quantité, même quand c'est très petit. Et Rachid dit que c'est pas le piment que nous connaissons. Pilpelet kolsheu eno pilpel shelanu.
Voilà, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Vers Itran et le pétrole, Kol Shehu. C'est-à-dire, en fait, c'est pas du pétrole, c'est un liquide qu'on obtient après avoir chauffé la gomme des arbres. Il y a comme du zéphet, comme du goudron qui coule dans les arbres, et lorsqu'on a chauffé cela, après on obtient un liquide qui s'appelle Itran. Comme la sève, la résine, après avoir chauffé la résine des arbres. Itran Kol Shehu, même très peu, déjà on est hayav si on a transporté Shabbat. Mine Besamim, le parfum, si on a transporté Shabbat, même très peu, eh bien on est hayav. Pourquoi? Parce que même une goutte de parfum, c'est du parfum. Mine Matachot Kol Shehen Hayav. Mine Matachot, c'est quoi Mine Matachot? Toutes sortes de métaux. Le shi'ur, il est Kol Shehu, Kol Shehen. Pourquoi? On verra après dans la Gemara que ça va servir à fabriquer la pointe de l'aiguillon des bergers. Mais avne misbeach, ou me afara misbeach, me kek sfarim ou me kek mitpechotehem, kol shehu, shematznirim otam le gonzal. Figurez-vous que la poudre obtenue des pierres du misbeach qui se sont effritées, ou bien du afar du misbeach, de la terre du misbeach, de l'autel où on sacrifiait les corbanotes, mais keksfarim, ou bien ce qui reste de ce que les mythes ont rongé, des vieux livres qui ont été rongés par les mythes, il y a comme de la poudre qui tombe de ces vieux livres, ou bien mekek mitpechotehem, la poudre qui reste de la putréfaction de ces anciens parochettes, le méril du Sefer Torah, ce qu'on appelle mitpachot asfarim, la couverture du Sefer Torah, et qui ont été rongés par les mythes, il reste de la poudre, tout cela, c'est kadosh. Il faut le mettre à la geniza. On ne peut pas jeter à la poubelle. Il faut mettre dans un sachet, mettre à la geniza. Étant donné que cette mitzvah de mettre à la geniza se réfère même à une petite quantité de cette poudre, des livres, ou de l'autel, ou du Sefer Torah, et ainsi de suite, c'est la raison pour laquelle c'est considéré important. Et si quelqu'un pendant Shabbat a transporté ce sachet-là, cette poudre-là, hayav ratat, même très peu. Et pourquoi est-ce que c'est hachou? Parce qu'il faut le mettre à la geniza. Rabbi Yehuda Omer, aframotzi meshamshe avodazara kol shehu, shenemar velo idbak biatra meuma min acherem. Incroyable. Rabbi Yehuda nous dit que même quelqu'un qui aurait fait sortir un objet de avodazara, même très petit, pendant Shabbat, eh bien, il est hayav hatat. D'après Rabbi Yehuda, pourquoi il est hayav hatat? Parce qu'il dit, puisque la Torah nous a dit qu'on n'a pas le droit de détenir dans notre possession la avodazara, même pas me'uma, même pas macheu, alors même si c'est une petite quantité infinitésimale, c'est considéré comme la hotza'a beshabbat, puisque la Torah a accordé, entre guillemets, une importance négative, en disant même ça c'est assour. Si elle nous dit même ça c'est assour, de détenir, ça veut dire que même une petite quantité comme celle-là, ça a son importance au niveau de l'interdit. Alors ça a son importance au niveau de la Hotza'a Beshabbat. Très bien. Et maintenant la Gemara explique la Mishnah. Pilpelet koche ou les maïchazia. À quoi cela sert le piment? Les maïchazia, les reyahapé, pour éliminer la mauvaise haleine. Itran kolcheu. Les maïchazia, les tsilhata. On a dit que ce qui coule comme liquide de la résine réchauffée, la résine des arbres, eh bien, c'est assourd de transporter Shabbat, et même très peu, c'est considéré une quantité importante. La Gemara dit pourquoi c'est important? À quoi cela sert? Les tsilhata. Ça sert pour soigner les migraines. Quelqu'un qui a ke'ef hatsi arosh, il a mal dans la moitié de la tête. Eh bien, vous voulez lui donner un médicament
donnez-lui une dose homéopathique de Aitran. Rien qu'il va sentir l'odeur, ça y est, toute la douleur disparaît. Mine besamim kol shehen. Les parfums, même très peu, si tu transportes Shabbat, c'est un volume important. Pourquoi? Car très peu de parfum, c'est du parfum. Tanu Rabanan, Hamotzi Reach Ra kol shehu, Shemen Tov kol shehu, Argaman kol shehu, ou Betulat Vered Ahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens où quelqu'un aurait fait sortir Re'ahra, une mauvaise odeur. Quel est le shi'ur? Kol shehu. Shemen tov, quel est le shi'ur? Pour le parfum, on a dit même kol shehu, même très peu. Pour le tseva, argaman, c'est la teinture, même kol shehu, même très peu. C'est bizarre. Il faut dire que ça servait de parfum. Parce que si c'est en tant que teinture, il faut un minimum de tissu, de quoi teindre un tissu. Il faut dire qu'il se servait de cela comme étant également du parfum. Comme ça dit Rashi, Argaman, le pourpre, Tseva, Shetzov'im bo Argaman, Vetarman o itparesh, Velinir'a shegamu ra'ui le'areach. Ou Betulat Avered Ahat. C'est-à-dire celui qui va faire sortir de rose, de ce qu'on appelle Betulat Averet Ahat, aussi il est Chayav. Mine Matachot Kol Shehen. Le métal, même une petite quantité. Les Maï Hazou, à quoi cela sert? Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Sheken Ra'ou il Asot Mimenu Dorban Katan. Car grâce à ce petit bout de métal, tu vas pouvoir faire une pique pour la pointe de l'aiguillon. Et le berger va pouvoir stimuler les bêtes avec, donc ça a son importance, même dans une petite quantité. Il est chayav khatat s'il a transporté Shabbat. Tanu Rabanan, haomer are alay barzel, acherim omrim lo ifrot me ama al ama. Puisqu'on a parlé du métal, la Gemara cite un sujet qui concerne le métal. Quelle est la halacha si un homme disait, je fais un neder d'apporter au Beth Amikdash du métal? Quelle quantité il doit apporter? Alors il doit apporter au minimum Acherim Omrim, pardon, Acherim Omrim, lo ifhot me'ama al ama. C'est qui Acherim? Les autres disent, c'est Rabbi Meir. On sait que Rabbi Meir, on l'appelait Acherim. Pourquoi? Parce qu'il avait étudié la Torah chez Elisha Acher. Mais pas que cette raison. Il y a une longue histoire dans ma Sechet Horayot de ce qu'a fait Rabbi Nathan et Rabbi Meir. Pardon. Oui. Rabbi Nathan et Rabbi Meir, ce qu'ils ont fait au Nassi. Alors, ils ont dit, on ne va pas dire des halachot en leur nom, on va dire au nom de Acherim. Alors, Bekitso, Rabbi Meir va dire que le shi'ur du métal, c'est une coudée carrée. Pourquoi? C'est quoi ce shi'ur-là? Quelqu'un qui doit apporter au Beth Amikdash du métal, qui s'est engagé d'apporter, il a dit, je vais offrir du métal, il n'a pas dit combien. Combien il doit apporter au minimum? Une plaque de fer, de métal, qui fait une coudée par une coudée carrée. Pourquoi? Ikade Amre, les Maï Hazia, Amar Rav Yosef, les Chalia Orev. Rav Yosef nous dit que c'est pour éliminer les corbeaux. Ça veut dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre le dîn de Shabbat et le dîn de Beth Amikdash. Aucun rapport. En ce qui concerne le Shabbat, l'interdiction de transporter, c'est même une quantité qui est importante aux yeux des gens, c'est-à-dire minimum, comme de quoi faire une pointe d'aiguillon. Mais en ce qui concerne le Beth Amikdash, quelle est la quantité de métal qu'il faut apporter? De quoi fabriquer une plaque d'une coudée carrée. Amal Ama. Et la Gemara demande à quoi cela sert. C'est quoi cette histoire de une coudée carrée? Eh bien, Amar Rav Yosef, les Chalia Orev. Vous savez c'est quoi Chalia Orev? C'est liquider les corbeaux. D'ailleurs, même ici, en Israël, on s'en sert beaucoup. On met dans les fenêtres, dans les rebords de fenêtres, des pics.
Parce que sinon, vous avez les oiseaux et les corbeaux, les pigeons qui viennent s'installer. Alors vous leur mettez là-bas des pics, ils ne viennent plus. Ça s'appelle liquidation des corbeaux. Chalia Orev. Dans le Beth Amikdash, on a mis là-haut dans le toit aussi ces pics. Donc c'était des plaques métalliques avec des pointes et les corbeaux n'osaient plus venir. Chalia Orev. Vekama Marav Yosef. Vikademre Acherim Omrim Lo Ifhot. Mikalia Orev. Vekama Marav Yosef Ama al Ama. Dans la deuxième version, c'est le contraire. Rabbi Meir a dit de quoi fabriquer une plaque pour empêcher les corbeaux de s'installer sur le Beth Amikdash, sur le toit du Beth Amikdash, et Rav Yosef disait Ama al Ama. Tu n'as pas besoin de recouvrir tout le Beth Amikdash. Si tu apportes juste une quantité d'une coudée carrée, ça suffit. Nehoshet, quelqu'un qui a dit je voudrais offrir au Beth Amikdash Nehoshet du cuivre, alors il ne doit pas apporter une quantité de cuivre inférieure à la valeur de Mera Kesef. La valeur qu'on achète avec Mera Kesef. Donc cette quantité de cuivre que tu vas acheter avec Mera Kesef. Tanya Rabbi Eliezer Omer lo ifhot mitzinora ktana shel nehoshet. Lemay hazia amar Abaye shemechatetin ba rashi apetilot umekannechin ba et hanerot. Rabbi Eliezer donnait une autre mesure par rapport au cuivre et il disait juste une quantité de quoi fabriquer une petite fourche en cuivre. À quoi elle sert la petite fourche de cuivre? Eh bien, le Kohen s'en servait pour nettoyer les godets du candélabre. Lorsque il restait au fond des godets du candélabre de la menorah, il restait là-bas de la cendre ou une mèche ancienne, il fallait la retirer pour nettoyer et rajouter ensuite de l'huile et mettre une nouvelle mèche. Alors on se servait d'une petite fourche de cuivre. Mekek sfarim ou mekek mitpachat. On a dit que ce qui reste de la putréfaction des livres, lorsque les mythes ont rongé des vieux livres ou des vieux méril, des couvertures de livres, tout cela c'est chachouv et il faut mettre à la geniza. Maintenant, Amar Abuda, Mekak de Sifre, Techach de Shirae, Ve Ila de Inve, Upe de Teene, Ve Ha de Rimone, Kuleus Akanta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on est en train de nous dire qu'il y a, au niveau du danger physique, des vers de terre qui sont extrêmement dangereux. Ils sont vraiment dangereux pour la santé. C'est les mythes des livres, ça s'appelle macaque décifré. C'est les petits vermisseaux qu'on retrouve dans les vêtements, des mythes de vêtements de soie, ça s'appelle tachach des shirae. Et les vers que l'on retrouve dans les raisins, il a des inve. Et les vers qu'on retrouve dans les figues, ça s'appelle PDTN. Également les vers qu'on retrouve dans les rimonim, les grenades, ils sont aussi très dangereux. Kuleu sakanta, c'est très dangereux. Alors maintenant, ce qui est très beau, c'est que normalement, en français, on dit soit mythe, soit ver, vermisseau, pour nommer tous ces petites bestioles. Mais en hébreu, chaque catégorie porte un nom différent. Comment s'appelle le vermisseau qu'on retrouve dans les grenades? Ça s'appelle Ra. Comment s'appellent les petits vers des figues? Ça s'appelle P. Ouais, comme la bouche. Comment s'appellent les vers qu'on retrouve dans les raisins? Ila. Comment s'appellent ceux qu'on retrouve dans les vêtements, les mythes de vêtements? Tachach. Et les vers, les mythes de livres qui rongent les livres, ça s'appelle macaque. Ici en Israël, les cafards et tout ça, ça s'appelle macaque. Ou djouk, ou macaque. Alors les amis, regardez. Il y avait une fois un élève, Haout Almida,
de Hava Yativ Kameh de Rabbi Yochanan, qui était assis devant son maître Rabbi Yochanan. Hava Ka'achil Te'ene, il était en train de manger des figues. Amarle Rabbi Kotsim Yeshbate Enim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, Rabbi, dans vos figues que vous m'avez servies, je sens qu'il y a des épines dans la gorge. Amarle, Katle, Pe, l'Éden. Rabbi Yochanan a dit, Pe a tué celui-là. C'est qui Pe? Le ver des figues. Il est en train de tuer cet élève. Puisqu'il me dit qu'il est en train, pendant qu'il mange les figues, il sent des épines dans la gorge. Quelles épines? Il n'y a pas d'épines dans les figues. C'est en fait les vers qui s'attaquent à son gosier et qui sont en train de lui ronger là-bas. Et il a la sensation d'avoir des épines. Alors, la Gemara dit, il faut faire très attention. Au-delà du Issour, il y a également une sakana. Donc celui qui mange, qu'il fasse très attention de ne pas manger. Pas seulement parce que c'est un Issour, aussi parce que c'est une sakana. Ça veut dire que les gens, ils accordent plus d'importance à la sakana. C'est écrit Hamira sakanta me Issoura. Donc il faut le savoir, qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et d'ailleurs, de nos jours, les connaisseurs en matière de cacheroute disent qu'il faut faire très attention aux figues sèches. Car dans les figues sèches, vous pouvez avoir là-bas des petits vers, des petits insectes, et qui ne se voient pas. Parce que la constitution de la texture de la figue, c'est fait de tellement de particules, et donc si c'est entremêlé à l'intérieur, vous aurez beaucoup de mal à voir le P. Al tachnisu P la P.